Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le premier chapitre du dernier thème d'histoire, les échelles de gouvernement dans le monde. Donc le titre c'est Gouverner la France depuis 1946, État, gouvernement et administration, héritage et évolution, un titre un peu complexe. Et donc on va d'abord définir les principaux termes dans l'introduction. Alors, d'abord, la France est un État. Un État, c'est une structure politique qui gère un territoire particulier entouré par des frontières, ce qu'on appelle un pays, qui est censé subvenir aux besoins de la population, qui est censé donc par exemple gérer les frontières, assumer d'avoir une politique de santé, une politique économique particulière, par exemple en ayant des stocks de masques suffisants. Cet État, en l'occurrence, est composé d'un gouvernement et d'une administration. Alors le gouvernement, c'est l'ensemble des personnalités politiques élues, parce que nous sommes dans un régime démocratique, ou nommées parfois, mais l'ensemble des personnalités politiques qui prennent les décisions et qui sont donc à la tête de l'État. L'administration, elle, en général, obéit au gouvernement. Elle est composée de fonctionnaires. Par exemple, en France, les fonctionnaires de police obéissent aux membres du gouvernement. D'abord au ministère de l'Intérieur, qui est leur ministère de tutelle. Ce ministère de l'Intérieur discute lui-même avec le Premier ministre, qui l'a nommé d'ailleurs, et le Premier ministre lui-même a des liens très forts avec le Président de la République, ce que nous verrons un peu plus loin. Donc l'administration, elle, obéit, puisque si en Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur décide qu'il faut limiter à partir de maintenant toutes les autoroutes à 30 km/h, ou bien qu'il faut confiner les gens chez eux, alors ce seront les forces de police, les fonctionnaires, qui devront appliquer ces décisions. Alors la caractéristique de l'État français, c'est comme quelques autres États dans le monde, par exemple le Royaume-Uni, en tout cas l'Angleterre, ou bien par exemple la Turquie, c'est que c'est un État-nation. C'est-à-dire que cet État, en plus, correspond, grosso modo, à un peuple qui a une conscience d'avoir une culture, une histoire, qui relie tous les membres de cette nation. Donc la France est l'un des plus vieux États-nations au monde. On fait souvent remonter l'État-nation au milieu du Moyen-Âge, à peu près le XIIIe siècle. En tout cas, cette conscience politique, sociale, culturelle d'appartenir à une communauté. Alors, cet État-nation est donc gouverné et administré. Depuis 1946, la France, qui se relève de la Seconde Guerre mondiale, doit faire face à de nombreux défis, de nombreuses évolutions. L'idée du cours n'est absolument pas d'évoquer toutes les difficultés ou toutes les évolutions politiques qu'a connues la France, ça serait bien trop complexe, mais de brosser un panel général et une évolution globale du gouvernement et de l'administration sous deux républiques, la 4e puis la 5e. Ça nous amène donc à la problématique que vous devez avoir sous les yeux, qui est de voir comment le rôle de l'État en France a évolué dans un contexte d'abord d'intégration européenne, puisque en effet l'Union européenne a progressivement, avec l'accord des gouvernements successifs français, enlevé une partie des prérogatives, une partie des capacités de décision de l'État. Ça veut dire tout simplement qu'un certain nombre de décisions aujourd'hui sont prises à l'échelle européenne et non plus à l'échelle de la France. Et en même temps, un contexte d'intégration mondiale croissant. En effet, on a aujourd'hui des organisations, comme par exemple le FMI, l'OMC ou la Banque mondiale, qui prennent là aussi un certain nombre de décisions pour la France, ou l'ONU, un certain nombre de décisions pour la France, que l'État donc ne peut plus prendre directement. Donc comment le rôle de la France a-t-il évolué dans ce double contexte d'intégration à la fois européen et mondial, croissant depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale? C'est ce que nous allons voir dans ce cours. Alors, tout d'abord, dans une première partie, on va voir comment la France se reconstruit et est gouvernée juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1946, et jusqu'à la fin de la période de la 4e République, en 1958. Donc l'enjeu, en 1945-46, est de reconstruire la France. Depuis le 3 juin 1944, vous devez savoir déjà que le général de Gaulle a composé un gouvernement provisoire de la République française à Alger. Ce gouvernement provisoire est en fonction entre 1944 et 1946, donc juste au début de notre période, et il sert de base, de fondement, à la 4e République, qui est elle-même proclamée en octobre 1946. Alors d'abord, dans une première partie, la reconstruction et la modernisation de l'État au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, véritable traumatisme français, s'appuie sur des expériences liées au gouvernement provisoire. Le gouvernement provisoire est en effet composé d'hommes qui ont en général participé au CNR, le Conseil national de la résistance, créé par De Gaulle, avec au départ à sa tête Jean Moulin, mort pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943.
Ce CNR est composé d'hommes de gauche, de droite, une sorte d'union sacrée. En vérité, ce sont surtout des hommes de gauche, composantes de la résistance française qui le composent, et De Gaulle, homme de droite, est un peu isolé, mais il en est à la tête. Parallèlement, le CNR, qui avait créé donc un programme qui va être celui du gouvernement provisoire, s'appuie sur les expériences sociales et politiques du Front populaire. Le Front populaire était le gouvernement de gauche qui avait été au pouvoir en 1936 et qui avait notamment mis en place les congés payés. Donc on a une forte coloration sociale de gauche dans les premières décisions qui vont être prises. Se met donc en place en France, entre 44, 45 et donc l'année 46, c'est la base, ce qu'on appelle une démocratie sociale. En effet, très vite, les institutions démocratiques vont être établies, mais l'État va décider de s'occuper de ses citoyens. On met en place ce qu'on appelle un État-providence. Alors l'État-providence, il est inspiré des théories d'un économiste Keynes et d'un sociologue, Beveridge, qui sont tous les deux britanniques. Et cet État-providence, il a pour principe la solidarité nationale, c'est-à-dire partager au mieux les richesses, dans un cadre tout de même de production des richesses, c'est-à-dire dans un cadre capitaliste, pour limiter les inégalités, aider les plus pauvres ou ceux qui n'auraient pas eu les mêmes chances à la naissance. Le but, c'est de créer une véritable union nationale et d'éviter la désagrégation qui pourrait avoir lieu, comme elle avait eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette opposition, vous savez bien, un résistant collaborateur, champ passif. Alors, le symbole de cette démocratie sociale et de cette politique d'État-providence, c'est bien sûr la mise en place de quelque chose dont nous, Français, sommes encore fiers aujourd'hui en 2020, même si ça fonctionne beaucoup moins bien, dit-on, au fur et à mesure, c'est la fameuse sécurité sociale créée par des ordonnances du gouvernement provisoire de la République française en octobre 1945. Alors, la sécurité sociale, elle est financée par les impôts, alors des impôts aux entreprises, des impôts des particuliers, par exemple, une partie de la TVA est dédiée au fonctionnement de la sécurité sociale, et ensuite elle s'organise en 3 branches de dépenses que vous avez sous les yeux normalement. Donc une branche qui sert à la branche maladie, qui sert à rembourser les consultations chez le médecin, les médicaments, etc., prendre en charge les patients du Covid aujourd'hui, par exemple. Une aide aux familles, avec des allocations familiales, et puis la fameuse branche vieillesse, c'est-à-dire les retraites. Alors, cette sécurité sociale, si elle est le symbole de l'État-providence, elle n'est pas la seule mesure qui est prise par le gouvernement provisoire, où on va le voir, la 4e République naissante. Par exemple, la 4e République, qui est donc mise en place en octobre 1946, va réussir à mettre en place quelque chose aussi d'important en 1947, une loi instaurant les habitations à loyer modéré, ou HLM, qui permet aux plus pauvres de se loger, chose extrêmement importante au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où on est en manque de logement. Alors parallèlement, cet État-providence s'incarne aussi dans la capacité de l'État à devenir un acteur interventionniste de l'économie. En effet, alors qu'aujourd'hui l'État laisse de plus en plus faire les entreprises privées, en 1946-47 et dans les années de la 4e République, l'État intervient fortement dans l'économie de plusieurs façons. Par exemple, il peut nationaliser un certain nombre d'entreprises, par exemple certaines qui avaient collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, comme Renault, et donc cette entreprise nationalisée devient entreprise d'État, une entreprise publique, avec des ouvriers d'État, à peu près l'équivalent de fonctionnaires, qui sont donc payés par les impôts et dont le patron est l'État. Dans de très nombreux domaines, on a des nationalisations au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est le retour à la nation des grands moyens de production, selon les mots qu'avait déjà formulé le CNR dès 1943. Alors, parmi toutes ces nationalisations, il y a de très nombreuses entreprises, comme la Banque de France, le Crédit Lyonnais, par exemple, mais surtout, on a des regroupements d'entreprises. Ainsi, l'État, considérant que l'électricité est un domaine majeur, va racheter un certain nombre d'entreprises qu'il va regrouper dans un conglomérat, une grande structure, une entreprise qui devient publique et qui a le monopole sur la distribution d'électricité et de gaz en France. Il s'agit bien sûr d'EDF, GDF. Enfin, 3e aspect de l'État-providence, il y a une planification, c'est-à-dire que l'État fait des plans
qui ont pour but de prévoir sur plusieurs années, alors des blancs sur 4 ans, qui ont pour but de prévoir les grands axes économiques, les grands chantiers à mettre en œuvre. Cette planification, elle est incitative, mais elle permet par exemple aux entreprises privées, qui existent bien sûr toujours, nous ne sommes pas en URSS, aux entreprises privées de voir un peu quelles sont les attentes du gouvernement, et celles qui travaillent dans les domaines favorisés par le gouvernement peuvent avoir par exemple des subventions. Cette planification est extrêmement importante. Il y a un ministère qui est dédié au plan, en fait un commissariat général au plan, qui dès le départ est confié à un des proches de De Gaulle, Jean Monnet, qui est aussi un des fondateurs de l'Europe. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a une véritable reconstruction avec un État capitaliste, mais qui a pour but de limiter les inégalités, l'État-providence. Alors, si on a une reconstruction de l'État, on a aussi une reconstruction et un approfondissement de l'administration. C'est le grand B, réformer l'administration pour lui donner les moyens d'agir. Dès 1946, l'idée de l'État, de cet État-providence, est donc de donner à la France une administration plus compétente, mais aussi plus foisonnante. Donc on recrée toutes les structures administratives qui existaient avant-guerre, si certaines d'entre elles avaient été détruites par le gouvernement de Vichy. Et puis surtout, on va créer de nouvelles administrations spécifiques. Alors, parfois sous la forme de ce qu'on appelle des agences de l'État. Les deux plus célèbres sont Météo France, alors qui s'appelle à l'époque la Direction nationale de la météorologie, et puis une autre qui est vouée à devenir importante en 1946, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui notamment tous les mois donne les chiffres du chômage et qui voit les grands indicateurs, croissance du PIB, etc., qui permet donc à l'État d'avoir des outils pour estimer si sa politique fonctionne ou non. Pour avoir des administrateurs compétents, est également créée une école dédiée à l'administration, l'ENA, instituée en 1945 par le gouvernement provisoire de la République française. Alors, cette administration reconstruite est extrêmement importante, parce qu'il se trouve qu'à partir d'octobre 1946, on rentre dans la 4e République. Or, la 4e République est extrêmement instable. Et donc, parfois, il y a des valses des ministères. Il y a plusieurs années pendant lesquelles on a 7, 8 premiers ministres qui se succèdent. Et donc, dans ce contexte-là, la continuité des dossiers est impossible pour l'État. Quand vous avez un ministre qui s'en va, qui est remplacé par un autre, le temps que le deuxième prenne connaissance des dossiers, il y en a un troisième qui arrive, c'est terminé. Donc dans ce cas-là, la haute administration, d'une certaine façon, va se substituer aux hommes politiques de l'État pour faire fonctionner le pays tout de même. Alors l'exemple célèbre, c'est Wilfried Baumgartner, qui est gouverneur de la Banque de France, donc un administratif qui ne doit normalement prendre aucune décision réelle, qui doit s'en référer à son ministre, le ministre des Finances. Et ce Wilfried Baumgartner, entre 49 et 60, voit quand même passer une quinzaine de ministres des Finances. Sachant qu'en plus entre 58 et 60 c'est un tout petit peu plus stable, donc il est obligé de prendre à terme des décisions. Alors pourquoi la 4e République est-elle instable ? Eh bien elle est instable pour une raison très simple, à cause de ses institutions très fortement inspirées de celles de la 3e République. Ces institutions ont été créées donc par une assemblée constituante en 1946 et De Gaulle s'y était opposé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait claqué la porte du gouvernement provisoire en janvier 1946, entamant sa longue traversée du désert, une période pendant laquelle il n'est pas aux affaires. Il ne souhaite absolument pas y être. Ces institutions de la 4e République voit une domination extrêmement nette du pouvoir législatif. Alors le pouvoir législatif est composé de 2 assemblées, on parle d'un parlement bicamériste. D'une part, une assemblée nationale, formée donc de députés, élus au suffrage universel, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nos députés sont élus dans des circonscriptions. Par exemple, en Creuse, donc une circonscription, le département de la Creuse, il y a un député. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas à l'époque. À l'époque, ils sont élus à la proportionnelle. C'est-à-dire que, à la proportionnelle et même intégrale. C'est-à-dire que le nombre des députés correspond au pourcentage au niveau national qu'ont obtenu les listes de tel ou tel parti. Ainsi, cela favorise le foisonnement démocratique
différents partis. Dans ce cadre-là, il est extrêmement difficile pour un seul parti d'avoir la majorité au Parlement. Et bien souvent, on se retrouve avec les plus gros partis qui sont autour de 25 à 30% des voix, donc à 25 à 30% des députés à l'Assemblée nationale. Or, ces députés de l'Assemblée nationale sont centraux, j'y reviendrai. Le Parlement est formé d'une deuxième chambre, le Conseil de la République, c'est l'ancêtre du Sénat, qui sert à valider les lois déjà discutées à l'Assemblée nationale et à les discuter également. Enfin, c'est quand même l'Assemblée nationale qui prend la décision finale quant à le vote d'une loi. Donc le Conseil de la République a un moins grand. Alors, ce pouvoir législatif est véritablement dominant, non seulement parce qu'il vote les lois, ce qui inclut le budget, ce qui inclut aussi la paix et la guerre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Mais il est surtout dominant parce qu'il a une action extrêmement forte sur le second pouvoir important dans des institutions, le pouvoir exécutif. En effet, le pouvoir exécutif est aux mains d'un président du Conseil. C'est-à-dire le Premier ministre de l'époque. On ne dit pas Premier ministre, on dit président du Conseil des ministres. Ce président du Conseil n'est pas comme aujourd'hui nommé par le président de la République. Il est nommé par l'Assemblée. Il faut donc que l'Assemblée nationale nomme, suite à un vote, le président du Conseil. Or, si vous m'avez suivi, comme aucun parti n'a jamais la majorité à l'Assemblée nationale, il faut que les partis fassent des alliances, ce qu'on appelle des coalitions. Or, c'est très difficile de faire des coalitions entre partis qui ne s'aiment pas. D'autant que parmi les gros partis, il y a toujours le parti communiste, qui est assez puissant en France, qui est premier ou deuxième parti de France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui fait souvent entre 23 et 35% des voix aux différentes élections, et qui est un véritable pestiféré, car personne ne veut s'allier à lui, considérant que c'est un ennemi à la solde de l'Union soviétique, et il est vrai que lui ne veut pas s'allier à grand monde non plus. Donc, si vous voulez, dans ce cas-là, il est très difficile de faire des alliances. Quand enfin on arrive à faire des alliances et à se mettre d'accord sur le nom d'un président du Conseil, eh bien, il est très facile de le faire tomber. Car effectivement, à n'importe quel moment, n'importe quel député peut déposer ce qu'on appelle une motion de censure, c'est-à-dire demander à examiner les actions du président du Conseil, on vote, et si jamais ça ne plaît pas à l'Assemblée, eh bien le président du Conseil est forcé de démissionner. Donc imaginons qu'on a 3 partis qui sont autour de 20%, qui décide de s'allier pour nommer un président du Conseil. Il le nomme, et 3 mois plus tard, l'un des 3 partis considère que l'homme qui est à la tête de la France ne fait pas bien ses actions, enfin ne fait pas ce qu'il souhaite. Et donc l'un des 3 partis quitte la coalition, demande immédiatement une motion de censure. Il ne reste donc que 2 partis qui sont alliés à 20% chacun, ça ne fait plus que 40%, le gouvernement tombe, car il faut bien sûr la majorité. Cette instabilité chronique est terrible et elle empêche le gouvernement de bien fonctionner. D'autant que le président de la République, qui pourrait être une sorte de garant et d'équilibre, n'a que très peu de pouvoir. Il est l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui à peu près la reine d'Angleterre. C'est-à-dire, il ne fait pas grand-chose. Il est lui-même élu dans des conditions extrêmement complexes par l'Assemblée nationale et le Conseil de la République réunis. Et à chaque fois, ça a été très compliqué. Les 2 présidents de la République, de la 4e République, avaient extrêmement peu de pouvoir, si ce n'est un pouvoir moral, parfois.